Je suis Marie-Madeleine Caillé, je suis énologue de formation et énologue conseil, toujours en activité. Et donc je viens d'une région qui fait partie de l'Île-de-France historique, à côté de Soissons, où nous avions encépagé les coteaux depuis le IIIe siècle, et où il y a encore un peu de vigne, parce que moi j'ai été élevée dans la vigne et je ne suis pas énologue par hasard. Voilà. Je suis vice-présidente de l'Union des énologues de France, puisqu'en France nous avons à peu près 3000 énologues en activité, dans les régions viticoles bien sûr. Il y en avait aussi en région Paris-Nord-Normandie d'ailleurs, mais qui s'occupaient particulièrement du négoce lorsqu'il y avait Bercy surtout. Et puis je suis experte au niveau de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui rassemble 47 pays viticoles et des pays consommateurs. Et c'est une organisation qui valide les pratiques œnologiques, qui parle de l'environnement aussi et de l'agroécologie maintenant. Voilà. Et toutes les pratiques qui sont validées à l'OIV sont après, enfin pas toutes les pratiques, mais il faut qu'elles soient validées à l'OIV pour ensuite passer dans le règlement européen. J'ai fait un plan, donc le fil rouge, ce sont les cépages. Je ne vous donnerai pas des recettes de cépages pour mettre un peu partout. Je pense que ça, c'est un accompagnement à faire en fonction du sol que vous avez, vous allez voir. Mais le fil rouge, effectivement, c'est le cépage. Donc je vais reparler de la vigne et je vais la replacer dans son contexte historique, la définition du terroir viticole aussi, et les paramètres pour le choix des cépages, la qualité et la maturité des raisins. Je vais vous emmener en fait jusqu'au vin, en passant par des protocoles de vinification. La vigne est de la famille des Vitacées. Elle apparaît à la fin de l'ère du Crétacé. C'est une liane. L'expansion de la vigne sauvage, Vitis vinifera, Sylvestris ou Lambrusque, s'est faite de façon très particulière autour du bassin méditerranéen. Et ces lambrusques, ces vignes, ces lambrusques étaient souvent d'ailleurs des pieds femelles et des pieds mâles, mais pas des pieds hermaphrodites, en fait, ont été domestiqués par l'homme, avec des fécondations croisées aussi pour certaines, un brassage génétique et l'émergence des premiers cépages au néolithique. Donc c'est pas tout récent quand même, ces premiers cépages. Et la vigne, bien sûr, est une plante pérenne. Tout à l'heure, Jean-Michel Leroy vous parlait de 25 ans. Il y a des vignes qui ont plus de 70 ans d'âge, même 100 ans d'âge. Oui, même 400 ans. Effectivement, à l'abbaye de Fontfroide, il y en a une qui a 400 ans aussi. Ou Valmagne plutôt. Et donc, lorsque l'on s'embarque à planter de la vigne, eh bien, sachez qu'on s'embarque pour au moins 50 ans, sachant que la vigne commence à donner des raisins qui sont assez qualitatifs à partir de 7 à 10 ans, et qu'elle est en pleine production qualitative lorsqu'elle a 20-25 ans. Sous nos climats, parce qu'effectivement en Afrique du Sud, la vigne a tendance à mourir aux alentours de 25 ans. Voilà donc la répartition géographique de Vitis vinifera. À partir de la dernière glaciation, Vitis vinifera, il y a 12 000 ans, a commencé à recoloniser le bassin méditerranéen et jusque dans nos régions, bien sûr, à partir de la Géorgie, à peu près, vous voyez et donc la Géorgie dit encore maintenant, à juste raison, que c'est le berceau de la vigne. Donc de la Géorgie, en passant par l'ancienne Phénicie, et donc la vigne a recolonisé le bassin méditerranéen. Alors maintenant, on arrive à bien tracer ce que le passage de la vigne, et puis surtout les cépages, puisque depuis quelques années, le génome de la vigne a été décrypté, et on sait, je ne vais pas vous dire des gros mots, mais avec l'ADN et avec les microsatellites notamment, on arrive à retrouver la filiation de certains cépages.
Bon, je n'irai pas jusque-là dans cette présentation. Donc on a quand même, au niveau diversité des cépages, entre 6 000 et 10 000 variétés de cépages de Vitis vinifera qui sont répertoriés à ce jour dans le monde. Donc c'est beaucoup, mais par contre on n'a qu'une cinquantaine de cépages qui occupent 53% de la superficie mondiale. En cépages raisin de cuve et raisin de table, la superficie mondiale, ça représente 7,5 millions d'hectares. Et nous avons, pour la France, alors pas seulement réservé à la France, mais en France, 326 cépages de raisin de cuve et de table qui sont répertoriés, qui sont inscrits au catalogue officiel, ce qui fait à peu près 1163 clones qui sont inscrits au catalogue officiel sur avis du CTPS, donc le comité technique permanent de sélection, qui donne son avis avant qu'un cépage puisse être inscrit, et c'est une longue histoire pour l'inscription. Nous avons aussi 30 porte-greffes, je reviendrai sur les porte-greffes, puisque c'est important depuis la crise du phylloxéra, recommandés, qui sont aussi dans un catalogue. Et nous avons en ce moment, en cours d'inscription, 14 cépages là actuellement résistants qui sont inscrits, d'autres qui sont en cours. Et puis on a aussi des cépages anciens oubliés qui sont en cours d'accession. Et on verra que peut-être avec le changement climatique, certains cépages anciens pourront être intéressants, même peut-être plus résistants que les cépages cultivés actuellement. Donc tous ces cépages sont concentrés au centre de ressources biologiques de la vigne, au domaine de Vassal à Montpellier. Ça va bientôt changer, puisque le domaine de Vassal est en train d'être envahi par la mer qui arrive en dessous et qui a tendance à faire griller les vignes. Donc le domaine de Vassal va être transporté au niveau de Pêche Rouge, c'est en cours, pour éviter de perdre toute la collection. C'est une des plus grosses collections pélographiques du monde, puisqu'il y a 2700 cépages qui sont conservés, 350 lambrusques, les ancêtres de notre vigne, 1100 hybrides interspécifiques, et donc 400 porte-greffes et 60 espèces de vitacées. Il y a des vignobles dans le monde entier qui viennent faire déposer des cépages au domaine de Vassal. Donc répartition des grands cépages en France. L'installation d'un cépage, c'est quand même une adéquation cépage et terroir. On va essayer d'en parler ensuite pour donner des vins avec des caractères remarquables. Quand on a parlé d'AOP tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ce sont des vins extrêmement qualitatifs, excellents. Ça veut dire qu'ils ont des qualités remarquables que l'on sait reproduire d'année en année, sans que ce soit exactement les mêmes, bien sûr, mais c'est ça, une AOP. Une IGP, ça peut donner des vins tout aussi excellents, mais ce sera peut-être plus fluctuant, ce sera différent. Certains cépages, quand même, sont devenus très emblématiques d'une région, et d'un vin, bien sûr, et même à ce point qu'ils sont devenus des cépages internationaux, puisque le chardonnay est partout dans le monde, le pinot noir aussi, le merlot. Le chardonnay, vous savez que c'est le cépage des grands blancs de Bourgogne, donc on doit le voir là-bas, grand blanc de Bourgogne. Le pinot noir, pareil, c'est les grands rouges de Bourgogne, mais le pinot noir, on en trouve en Australie, on en trouve en Californie, le chardonnay aussi, on en trouve beaucoup au Chili aussi. Les Français, les Italiens qui sont partis au XIXe siècle ont porté avec eux leurs cépages et les ont implantés et se sont implantés en même temps là-bas. J'ai mis en rouge changement climatique. Le changement climatique fera peut-être que des cépages qui sont très bien implantés dans ces régions vont peut-être un peu migrer parce que ils seront moins en adéquation avec le climat. Et ce sera peut-être une remise en question. Il y a des tendances. En Bourgogne, on a fait des expérimentations d'implantation de la Syrah, par exemple, qui est quand même le cépage des Côtes-du-Rhône.
et aussi un peu du Languedoc-Roussillon, et aussi de l'Australie, bien sûr, mais elle vient dans des régions très chaudes, et on a commencé à tenter de mettre la Syrah pour voir ce que ça donne en Bourgogne. Bon, on va passer au terroir maintenant. Alors moi j'ai la définition du terroir vitivinicole, on a beaucoup planché là-dessus à l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Alors le terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir collectif, des interactions entre milieux physiques et biologiques identifiables et les pratiques vitivinicoles appliquées qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Voilà. Le terroir inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de la biodiversité. Ça, c'est beaucoup plus compréhensible, n'est-ce pas ? J'aurais tendance à dire que pour nous, notre IGP, le terroir est à reconquérir. Alors, on ne va pas parler de terroir particulièrement au sens de l'AOP, hein. On parle de terroir en tant que territoire qui se ressemble. Et c'est aussi un écosystème à rétablir. C'est un écosystème, un terroir. Et cet écosystème qui existait, comme nous l'a montré Jean-Michel Leroy tout à l'heure, il a eu tendance à disparaître. Alors moi, je suis d'une région où la vigne a continué depuis pas mal de temps, hein, jusque dans les années 50. Et on a encore ces chemins qui mènent à toutes les parcelles. Donc ces chemins ont toujours été entretenus parce que ça faisait partie de l'histoire. On a aussi des asperges qui poussent un peu partout avec de la vigne sauvage et puis redevenue sauvage parce que c'est pas de la vraie vigne sauvage. Et puis on a aussi des pêchers qui existaient beaucoup dans ces vignes. Et moi les anciens me disaient mais les pêches, j'en ai goûté. Des pêches à proximité des vignes, eh bien, elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus parfumées et jamais malades. Donc, il y a certainement une association bénéfique pour les deux. Dans le temps, ce qu'on faisait aussi, c'était les haricots, effectivement, mais les haricots, on sait que ça apporte de l'azote. Et actuellement, on est en train de parler d'enherbement de la vigne, hein, puisque pendant très longtemps, on a supprimé toute pousse d'herbe dans la vigne parce que ça fait une concurrence au niveau de l'azote, justement, parce que l'herbe elle a besoin d'azote aussi. Et là, on est en train de remettre des lentilles, pourquoi pas, des pois aussi. C'est des choses qui sont conseillées pour l'entretien des vignobles qui reviennent. Vous voyez, donc, ça inclut des caractéristiques spécifiques. Sol, je retiendrai sol, topographie, climat. Le paysage, on reverra ce qu'on pourra faire par la suite. Donc ces trois paramètres sont déterminants pour le choix de nos cépages pour l'Île-de-France, pour l'IGP Île-de-France, et pour la restauration de cépages anciens s'ils s'avèrent adaptés. C'est très important, si vous trouvez des cépages qui courent un peu dans la forêt, de pouvoir les identifier, de savoir ce que c'est. Parce que ça peut être des cépages qui étaient très bien adaptés et que l'on a perdus. Et c'est important, je crois que le domaine de Vassal est intéressé à avoir ces vieux cépages. Alors, le choix technique du cépage, ça implique de connaître son comportement vis-à-vis de l'environnement, le climat, le sol, ses aptitudes agronomiques, technologiques, génétiques, qui sont décrites dans le catalogue officiel. Donc, de toute façon, quand on choisit un cépage, on ne peut choisir un cépage que le cépage qui est dans le catalogue officiel. On ne peut pas faire autrement en France, hein. En Europe non plus d'ailleurs. Donc, et on choisit par rapport à l'époque de débourrement et de maturité. Et cette époque de débourrement et de maturité est identifiée par rapport à ceux du chasselas. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça fait au niveau du catalogue officiel. Ça implique aussi de savoir quel type de vin on veut élaborer. C'est vrai que si on veut élaborer un vin blanc aromatique, on ne va pas prendre un cépage type... alors, ça n'est pas péjoratif, hein, mais melon, par exemple, de Bourgogne, en muscadet, qui n'est pas particulièrement aromatique, qui ne contient pas des précurseurs d'arômes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, quel profil on veut exprimer, sensoriel on veut exprimer. Donc, tout ça, c'est une rencontre entre le climat, le cépage, et
et le vigneron qui veut avoir un vin particulier peut-être. Alors il faut savoir aussi que l'Île-de-France, on est en zone septentrionale, donc ça impose quand même des cépages précoces à semi-précoces. Il est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'ils débourrent trop vite, comme vous disiez tout à l'heure. Mais il y a des cépages aussi qui sont assez semi-précoces et qui débourrent très très vite et qui ont une mise à frit beaucoup plus longue. Donc il faut vraiment bien connaître tous ces cépages. Et ça implique aussi d'intégrer le porte-greffe. Donc tout à l'heure on n'en a pas parlé parce que ce pauvre porte-greffe, c'est sûr que c'est pas lui qui va nous donner les fruits, mais c'est lui qui va approvisionner le cépage que l'on a choisi depuis la crise du phylloxéra. Alors on a beaucoup parlé de la crise du phylloxéra pour la région Île-de-France, c'est vrai que ça a été assez dramatique, mais ça a été dramatique dans toutes les régions viticoles et dans toute l'Europe. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, nous n'avions pratiquement plus de vin, nous ne pouvions plus faire du vin. On faisait des vins artificiels d'ailleurs, parce que, en faisant macérer des mares, en ajoutant de l'acide tartrique, en ajoutant du permanganate, en faisant plein de choses interdites d'ailleurs, pour pouvoir approvisionner, parce qu'on n'avait plus de vin. Et toutes les astuces qui avaient été trouvées, ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce qu'on trouve les hybrides. Donc de faire des hybrides entre la vigne américaine, dont les racines sont résistantes au phylloxéra, et alors que nous, les racines de notre Vitis vinifera sont sensibles à la piqûre du phylloxéra, et donc d'avoir des hybrides, déjà dans un premier temps. Et donc on a parlé de Bacco tout à l'heure, le Bacco est un hybride. Malheureusement, certains hybrides sont très marqués aromatiquement. Alors, quelquefois, ça peut être sympa, quelquefois, ça peut être, comme on dit avec un mot anglais, c'est foxé, ça sent le renard quand même, pour certains hybrides. Donc, c'est pour ça que ça a été... On a des hybrides qui sont très bons, mais en fait, la France a choisi de ne plus parler d'hybrides pendant très longtemps. Le problème, c'est qu'on a trouvé donc des hybrides pour être des porte-greffes, c'est-à-dire ce sont eux qui s'enracinent, ce sont eux qui vont à la rencontre du sol, qui vont absorber les minéraux, qui vont servir de porte-greffe à notre vigne Vitis vinifera. Donc il faut que la vigne, le cépage que nous choisissons soit compatible avec la vigueur du porte-greffe, c'est très important. Il faut que ce porte-greffe, nous en Île-de-France, on est quand même plutôt dans une région calcaire, supporte le calcaire, la sécheresse, l'humidité. Donc il faut bien connaître ce porte-greffe. C'est extrêmement important et on n'en a pas parlé jusque maintenant parce que c'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est le cépage qui est le plus important. Sachez qu'il reste quelques vignes en France qui sont franches de pied, c'est-à-dire non greffées. Il y a 100 hectares du côté de... je vais dire de l'Istel, enfin bon, c'est l'Istel parce que c'est dans les sables et que le phylloxéra ne peut pas se développer dans le sable, puisque le sable, c'est fluide, donc il ne peut pas progresser. Donc il y a 100 hectares. Ces 100 hectares sont vinifiés depuis quelques années à part. Et comparativement à des parcelles à côté du même cépage qui sont sur porte-greffe, je peux vous assurer qu'on a perdu beaucoup avec le porte-greffe. Parce qu'on a là, ce vin franc de pied, il a un arôme incomparable et qu'on ne retrouve pas dans le cépage qui est greffé. Donc malheureusement, une page est tournée, peut-être qu'on arrivera à faire autrement à un moment donné. Donc je vous présente le catalogue officiel avec simplement l'Arbane. Alors l'Arbane, c'est un vieux cépage, c'est un vieux cépage qui a été planté en Champagne, mais qui a été planté aussi en Île-de-France, par chez moi particulièrement. Vous avez les dates de débourrement par rapport au chasselas, vous avez les dates de débourrement, les dates par rapport au chasselas, ce qui est important. Et puis vous avez aussi maintenant inclus dans ce catalogue officiel certains gènes particuliers, certaines expressions phénotypiques particulières de chaque cépage, ce qui aide à faire le choix. Voilà. Alors maintenant on parle de conduite de la vigne. Donc conduite de la vigne parce que ça conditionne la qualité et la maturité des raisins et donc la qualité du vin.
Donc il y a le potentiel qualitatif qui a été défini encore une fois par l'OIV comme la capacité du vignoble à produire une quantité satisfaisante de raisins qualitatifs en fonction de la zone géographique, des propriétés physiques et chimiques, du sol, du système de culture et du matériel végétal. Alors je reviens au phylloxéra, l'après-phylloxéra. Il est vrai que les vignes étaient conduites avant en foule, ce qu'on appelle en foule, évidemment avec entre 10 000, 20 000, 30 000 pieds hectares, tout simplement parce qu'en fait on provignait, c'est-à-dire qu'on marcotait, et donc on rentrait un sarment dans la terre, et puis ce sarment prenait racine, et ainsi de suite. Et en fait, le vignoble devenait, c'était inextricable, il y avait énormément de racines partout, et en fait, elle ne trouvait plus souvent, la plupart du temps, assez de nourriture pour arriver à faire maturer ses raisins. Donc c'est pour ça qu'on changeait aussi beaucoup le sol, et on changeait la vigne tous les 20 ans pour pouvoir régénérer le sol. La conduite de la vigne, c'est l'adéquation du système de culture et du sol avec le cépage. Donc les facteurs qui impactent la maturité et la qualité des raisins, j'essaie d'aller plus vite, la densité de plantation, je viens de vous en parler, mais en fait la densité de plantation, actuellement c'est plutôt en moyenne, ça dépend des régions, mais on est plutôt vers 6 000, 7 000 pieds hectares. On a considérablement baissé depuis la crise du phylloxéra. Il y a des sols où on ne peut mettre que 4 000 pieds hectares ou 5 000 pieds hectares. Plus la densité est élevée, en respectant quand même de ne pas aller au-delà de 8 000, 9 000 pieds hectares, eh bien on a une baisse de vigueur des ceps et on a une meilleure qualité des raisins. Alors, le type de taille est important, mais ça, je pense que ce sera abordé plus tard. La topographie, l'orientation des rangs. Alors, c'est vrai que quand on est en coteau et qu'on est en coteau avec 10%, 15% de pente, on peut mettre dans le sens de la pente. Mais quand on est au-delà, il vaut mieux mettre dans le sens transversal de la pente. L'ensoleillement aussi est important. Le sol, alors le pH, le calcaire actif. Nous ici, nous avons des régions où il y a un calcaire actif très très important. Et l'indice de pouvoir chlorosant, puisque nous pouvons avoir des vignes qui n'absorbent plus le fer parce que le calcaire pose un problème d'absorption. La fertilité du sol, donc l'azote, le potassium, la profondeur du sol. La vigne peut aller jusqu'à 15-20 mètres, elle peut aller chercher très très loin de l'eau et des minéraux. Par contre, il faut l'y aider. Et le régime hydrique est très très important. Nous avons maintenant des vignes qui souffrent de stress hydrique et qui nous posent des problèmes de protéines dans les vins et puis quelquefois de mauvais goût aussi. Alors je vous ai mis simplement les stades phénologiques de la vigne, tout simplement pour vous montrer que la maturation, le début de la maturation, ça commence avec la véraison. Donc ici, en général, au mois d'août, on commence à avoir les raisins qui vèrent. Donc ça s'appelle la véraison. Et donc ils commencent à se colorer pour les raisins noirs, bien sûr. Et puis pour les raisins blancs, ils commencent à devenir un peu moins opaques et de plus en plus translucides. Comment on fait pour apprécier la qualité des raisins ? C'est une appréciation multicritère, maturité technologique, le taux de sucre, l'acidité, le pH, ça c'est ce qu'on fait traditionnellement partout. La maturité aromatique, je dis c'est cépage dépendant, bien sûr qu'il y a aussi le sol qui joue, mais selon le cépage que vous avez choisi, vous aurez une maturité aromatique différente. La maturité phénologique, qui est aussi cépage dépendant, et donc on a besoin de contrôle de maturité, qui sont fiables et qui sont rapides parce que ça va tous les jours, ça change lorsqu'on arrive à la maturité proche. Et donc, on a des prélèvements en général tous les 2 jours pour vérifier ces maturités. Et en général, la maturité œnologique, celle qui permet d'avoir le meilleur vin possible selon le millésime, c'est un compromis entre ces différentes maturités. Voilà, par exemple, le cépage Sauvignon, je pense que chez nous donnera de bons résultats.
C'est un cépage qui a des précurseurs variétaux extrêmement importants, en quantité importante. Et par exemple, il ne faut pas le récolter à la maturité, même à la surmaturité, parce que ces précurseurs variétaux vont disparaître. Ce qui est important aussi de savoir, c'est la localisation des différents composants qui nous intéressent dans les vins, donc à partir de la baie de raisin. Vous avez en fait dans la pellicule, pratiquement pour tous les cépages, c'est dans la pellicule que sont concentrés les précurseurs d'arômes, les polyphénols, les anthocyanes, enfin tout ce qui va colorer le vin par exemple, et l'acidité, le sucre qui se trouve dans la pulpe. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire un vin blanc avec des raisins noirs, c'est que la pulpe n'est pas colorée et que c'est la pellicule qui est colorée. Il existe des raisins dont la pulpe est colorée, ce sont les cépages ceinturiers, mais il y en a beaucoup moins que des cépages dont la pulpe n'est pas colorée. Voilà. Bon, ça c'est une méthodologie de dégustation des baies, c'est pour apprécier la maturité. Pour revenir un peu au marché, le défi en fait œnologique, c'est de préserver, de faire émerger le potentiel organoleptique des raisins. C'est très simple. Vous avez des raisins qui sont à maturité, et puis vous avez un marché qui vous demande d'obtenir des arômes variétaux, spécifiques, les plus perceptibles possibles, parce que le consommateur, on l'a engagé à maintenant bien respirer au-dessus d'un verre, il sait reconnaître un peu si ça sent le cassis, si ça sent le pipi de chat pour le Sauvignon du Val-de-Loire par exemple. Donc le but, c'est d'arriver avec des pratiques œnologiques bien encadrées, à conserver ces précurseurs d'arômes et puis à les faire émerger. Voilà. Donc là j'avais pris un tableau de l'Institut français de la vigne et du vin pour vous montrer selon les cépages, mais on ne voit pas grand chose, ceux qui ont des précurseurs aromatiques variétaux du type thiol, ceux qui ont des précurseurs du type glycosylés liés à des terpènes. Sachez que le muscat, c'est plutôt des terpènes, linalol, géraniol, ça sent la rose. Que le sauvignon, c'est plutôt des arômes thiolés, des précurseurs thiol, donc ça va sentir le pipi de chat pour certains composés, ça va sentir le pamplemousse ou le fruit de la passion. Pour garder donc ces précurseurs, donc ce qu'on appelle par exemple des thiols relatifs sur le sauvignon, il y a des précautions à prendre au niveau des facteurs viticoles, c'est-à-dire pas récolter trop tard. Des facteurs préfermentaires, donc on fait par exemple faire de la macération pelliculaire, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation. Et puis des facteurs fermentaires aussi, il faut essayer de privilégier des températures de l'ordre de 19 degrés, 18 degrés, et pas aller au-delà, parce que sinon on va faire évaporer ces arômes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le vin, c'est pas un produit directement arrivé de la nature, c'est un produit transformé. C'est un produit résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, ça c'est la définition, foulé ou non, ou du mou de raisin, et son titre alcoométrique acquis ne peut être inférieur à 8,5% d'alcool. On y arrive bien en Île-de-France maintenant quand même. Mais c'est vrai que dans les années, au 19e siècle, ça devait être un petit peu compliqué, au 18e aussi, avec d'ailleurs en plus la période de la petite glaciation de l'époque. Et donc on peut quand même avoir, avec des dérogations, 7%. Et donc les pratiques œnologiques qui permettent d'élaborer, parce qu'on élabore un vin, on ne fabrique pas un vin, on fabrique de la bière, parce qu'on apporte tous les ingrédients, mais un vin on ne fabrique pas, c'est le raisin fermenté. Et donc sont validés, je vous le disais, par l'OIV et doivent être listés dans le règlement européen pour qu'ils puissent être appliqués et utilisables en France et en Europe. Je vous ai fait un protocole de vinification classique, vin blanc, je vais faire peut-être vin blanc. Alors, vin blanc, raisin, pulpe incolore, sain
ou avec un taux de botrytis cinerea. Ça, c'est une maladie qui nous embête quelquefois lorsque les fins de parcours sont plus vieux. Inférieur à 10%, macération pelliculaire possible ou éclatement des baies, pressurage si possible avec fractionnement, sulfitage réduit si raisin sain, débourbage, c'est-à-dire qu'on enlève la terre, on laisse sédimenter la terre, les bourbes, les débris de cellules végétales, ainsi de suite. Un traitement préfermentaire si on a besoin d'acidifier, de désacidifier et de chaptaliser. On a parlé de chaptal tout à l'heure, effectivement, ça, le mot est resté, c'est la chaptalisation pour ajouter du sucre. La mise en fermentation, levurage ou non levurage. Je voudrais vous en parler un petit peu parce qu'on a tendance à dire on ne levure pas, mais dans des chais tout neufs, on n'a pas d'écosystème avec des levures ni avec des bactéries. Donc on a plutôt intérêt quand même à levurer plutôt que d'attendre que des levures s'implantent. Sinon, le mou va se piquer tout simplement. Fermentation malolactique ou pas, c'est-à-dire bactéries qui vont dégrader l'acide malique naturel du raisin. Sulfitage après ou non, ça dépend si on a besoin. Élevage ou non en barrique ou pas. Stabilisation. On a besoin d'avoir des vins qui ne précipitent pas en bouteille avec des cristaux de tartre. Sachez que l'acide tartrique est un des acides du raisin, c'est l'acide principal du raisin, et qu'il y a très peu de végétaux dans le monde qui possèdent de l'acide tartrique. Il y a le géranium, mais on ne le mange pas, et le raisin, et la vigne, qui a choisi l'acide tartrique plutôt que l'acide citrique. Et puis on a de l'acide malique aussi. Et voilà, donc ça c'est un protocole de vinification basique, avec ce qui est important, une activité fermentaire des levures. Alors, c'est le suivi que l'on doit faire lorsqu'on fait un vin. On suit tous les jours la perte de sucre ou la perte de densité par rapport à la température pour arriver en une dizaine de jours à avoir un vin sec, c'est-à-dire un vin sans sucre. Je voulais quand même parler un peu des levures parce que si on n'a pas de fermentation, on n'a pas de vin, et que ce sont des Saccharomyces species, Saccharomyces cerevisiae bien sûr aussi, qui nous assurent la transformation des sucres en alcool avec des produits secondaires, et que c'est essentiellement cette fermentation alcaline qui nous permet d'avoir du vin. Et elles produisent aussi des esters, qui sont des produits aromatiques. Elles ont une action importante sur les précurseurs d'arômes qu'elles libèrent, et qui deviennent aromatiques. Dans le raisin, on ne les sent pas, mais ils deviennent aromatiques tout simplement parce qu'ils sont libérés de leur partie sucre. Et puis après fermentation alcoolique, si on fait un élevage sur lit, elles vont donner tout ce qu'elles contiennent au vin, et ça va donner des vins très ronds, très amples, avec, pour le chardonnay, des arômes de noisettes, de brioche. Donc voilà ces petites levures qui se développent. Et donc les petits lirons que vous voyez dessus, c'est les bourgeons parce qu'elles se développent par voie végétative. Et dans un vin en fermentation, dans un jus en fermentation, vous en avez 25 à 50 millions par millilitre qui transforment le sucre en alcool. Voilà. Donc là, voilà. Mais je vais la passer rapidement. Ça, c'est une coupe avec des produits de dégradation des acides nucléiques, qui sont des agents flaveurs, des lipides qui nous empêchent l'oxydation. Voilà. Donc, c'est la partie intéressante c'est elle qui aide à la transformation du jus en vin. Donc pour l'œnologue, bien vous avez compris, c'est quand même la fermentation alcoolique, la transformation du jus de raisin en vin, c'est un phénomène, un processus naturel, ça s'enclenche naturellement si on laisse faire les choses, si les raisins sont sains, si on a des levures dessus, voilà. Et bien il faut savoir accompagner et maîtriser parce que ce sont des réactions biochimiques, physico-chimiques qui s'enchaînent, qui se passent en même temps. Et ça peut déraper. Sachez que le vin, c'est un équilibre. La transformation totale du jus de raisin, c'est le vinaigre. On va, comme un fromage par exemple, on va vers l'acétification toujours pour conserver le produit. Donc
Les levures nous font oxyder le glucose en alcool. Et la phase supplémentaire, c'est l'oxydation de l'alcool en acide acétique, en aldéhyde et en acide acétique, et là c'est le vinaigre. Et ça, c'est le but final. Hein. Donc nous, quand on boit du vin, on est sur un produit qui est en équilibre. Donc il faut réussir à le conserver et à en extraire l'excellence de nos cépages. Et puis je vous ai fait une belle montagne de raisins. J'espère qu'un jour, nous pourrons en avoir des comme ça.